Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans le quartier? On veut diriger la ville. C'est vrai, on va attaquer les chats et on va les chasser de Trésorville en vitesse. Et c'est nous qui serons les chefs. Alors en fait, vous êtes des voyous. Les frères Aube et Crépuscule, c'est nous. On fait la loi à Yutaka. Ah, n'hésite surtout pas à nous appeler si tu as besoin d'aide, petit. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Un chat! Un chat, c'est l'un des deux célèbres chats! Les chats? Quels chats? Qu'est-ce que vous racontez? J'ai l'impression que vous venez d'arriver en ville, vous. Des orphelins, des enfants perdus. Des délinquants qui prétendent faire respecter leurs lois dans les rues de Trésorville. Ils peuvent voler en plein ciel. La seule loi qu'ils connaissent, c'est la loi de la jungle. Nous sommes sur leur terrain de jeu, sous-estimez-les et vous mordrez l'asphalte. Salut à tous et bienvenue dans ce programme estival de Comics Discovery, qui n'est pas un Comics Discovery, qui est un Manga Aken, avec personne de Manga Aken parce que personne ne voulait faire. J'ai essayé cet été de faire des one shot. Je me suis dit bon la semaine dernière, enfin la semaine dernière entre guillemets, parce qu'on va être en mode aucune régularité. On fait ça un peu comme on veut, vu que c'est l'été, qu'il fait chaud. On gère comme il faut. Cette fois, j'ai bien enregistré l'enregistrement puisque le dernier Manga Aken, nous avons fait 20 minutes d'intro dans le vide puisque je n'avais pas lancé l'enregistrement. Donc, oh non. je rassure mes deux chroniqueurs qui sont Eve. Salut Eve, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va. Et Judas. Bonjour, j'ai chaud. Donc voilà, l'enregistrement est bien lancé. On va pas faire 20 minutes dans le vide, ce qui a été le cas avec Béa qui a fait 20 minutes de son introduction, de son assaut et tout dans le vide. C'est qui a dû le refaire. Ça a été un bonheur. Bah tu sais recevoir quoi. Et là, on va vous parler de Aner Béton, de Matsumoto Taiyo Matsumoto, qui a eu un film qui est réalisé par Michel Arias ou Aria, je sais pas si on dit le S. Moi j'ai toujours dit Michael Arias. Ah, c'est Michael Arias. Oui, je crois qu'il est américano-japonais. Ah, d'accord. Moi, je sais pas pourquoi je me suis dit c'est fait par un Français. Mais j'étais persuadé comme toi, James, je t'avoue. Ah ouais. Bon. Attendez, vous me mettez le doute, je vais aller vérifier. Donc il y a un film d'animation et un américain. Donc, un film d'animation et un manga que vous pouvez retrouver en intégrale et en plusieurs. Ça dépend selon les éditions que vous trouvez, mais je crois que si je dis pas de bêtises, il est chez Delcourt Tonkam. Il est chez Delcourt Tonkam. Voilà, les meilleurs de chez Delcourt. On fait pas de favoritisme, mais effectivement ils sont cool. Et on espère qu'ils vont rester cool même s'ils ont été rachetés par Hachette. Ça va commencer à faire long quand même sur les couvertures. Ça va devenir Hachette Delcourt Tonkam, ça va devenir super long au bout d'un moment. J'avoue. Comme d'habitude, une petite reco culturelle. Qui veut commencer avec sa reco culturelle? Et qui a pensé qu'il y avait une reco culturelle? Parce que je l'ai pas dit, mais bon... je pensais que vous... Ouais, mais je sais pas, c'était un peu l'été, on pouvait se dire, on y échappera cette fois. Tu lis pas pendant l'été, c'est vraiment les vacances de tout. Bah, je vais en faire une pendant que vous réfléchissez à ce que vous pouvez... Moi, j'en ai plusieurs, mais en fait, je t'avoue qu'il y en a une, je ne sais pas si je l'ai pas déjà faite, en fait. Ah, donc ça me gratouille un peu. Vas-y, lance-toi.
Alors, je pense que j'avais déjà parlé de la série qui était sortie en 2007, si je me souviens bien. J'avais parlé il me semble, de la série Mononoke. Et pas du film Princesse Mononoke, mais de la série animée Mononoke, qui a aussi eu ses mangas publiés. Et j'avais parlé, si je me souviens bien, du film qui est sur Netflix. Vous remarquez que j'ai pas été réécouter les épisodes en question de Comics Discovery pour être sûr. J'avais parlé du film, en tout cas du premier film qui était sorti en juillet 2024 et qui est maintenant sur Netflix, qui s'appelle Karakasa. Dans sa version japonaise, j'ai oublié la version française, désolée, je suis comme ça. Et du coup, juste pour dire que j'ai enfin regardé ce film à fond la caisse, et j'ai aussi les 2 tomes du manga qui ne sont pas édités en France, je les ai en japonais. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a qu'il y a une diffusion animée de Mononoke, et ça c'était le cas aussi pendant l'animé, il y a une sortie de manga en 1 ou 2 tomes, ça dépend, qui va couvrir donc une histoire. Et là, en l'occurrence, le film Karakasa, donc qui est sorti en 2024, il a été couvert par plusieurs tomes de manga. Donc j'en ai 2, les 2 qui sont sortis au Japon. Et voilà. Et franchement, j'implore les maisons d'édition françaises de traduire Mononoke en manga, et je parle pas que des adaptations en manga du film, mais aussi de l'animé de 2007. Par pitié, c'est magnifique, c'est superbe. Je pense que le public français est prêt. S'il vous plaît, publiez-les. Voilà. Donc ma reco, c'est si vous ne savez pas lire le japonais, vous avez toujours Google Lens au pire. Mais sinon, vous pouvez aussi aller voir le film Mononoke Karakasa qui est dispo sur Netflix. Et sachez que dans 15 jours, le 2e film sort sur Netflix. Il est sorti en mars de cette année au Japon au cinéma, mais il arrive sur Netflix donc le 14 ou le 15 août, et voilà, ça va être trop bien. Ça s'appelle Les Cendres de la colère, si je me souviens bien, en anglais Ashes of Rage, et c'est la suite directe du premier film. Donc voilà, je recommande. C'est un univers très particulier, mais plein de couleurs, ça rappelle les estampes, c'est trop beau. Bref, je suis à fond. Ok, bah merci beaucoup Eve pour cette reco. Moi je vais vous parler d'une série que j'ai vue sur Apple TV+. Il y a des séries cool sur Apple TV+. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Enfin je veux dire, il y a pas beaucoup de séries parce qu'ils n'ont pas beaucoup de programmes, mais la plupart du temps elles sont cool. À part le truc de SF avec le mec de True Blood qui fait un robot tueur. J'ai voulu regarder 3 épisodes et c'est vraiment de la merde. Donc quel mec de True Blood? Celui qui fait le blanc, le grand blond. Alexander Skarsgård, non? Ouais, voilà, c'est lui. Ah oui. Qui était dans Tarzan aussi. Oui, il a été dans Tarzan. Oui, c'est vrai. Voyez-le juste pour Samuel L. Jackson qui est en roue libre tout le long dans Tarzan. Mais j'ai regardé une série qui s'appelle Slow Horses, qui a déjà 4 saisons. Et j'espère qu'il va en avoir une 5e, qui sont tirés de bouquins de McEnroe. Alors je sais pas ce que valent la série de romans de McEnroe, qui sont autour du personnage principal, d'un des personnages principaux qui s'appelle Jackson Lamb, qui est le chef de ce qu'on appelle l'étable au MI5. Et en fait, c'est l'endroit au MI5 où on met les agents qui ont merdé, qui ont fait de la grosse merde, mais qu'on ne peut pas virer parce qu'ils savent trop de trucs, et on les met là pour qu'ils n'aient rien à faire. C'est une espèce de placard qui est géré par un Gary Oldman, donc qui joue Jackson Lamb, qui est une espèce de mec, enfin, on dirait un SDF qui pète et qui rote tout le temps, mais qui est une espèce d'espion, de super agent. Enfin, pendant la guerre froide, il a été un des meilleurs agents du MI5. Et donc il y a plein d'histoires autour du MI5 et c'est vachement bien écrit. Je trouve que le cast est vraiment cool. Vraiment c'est une super série. Et je trouve qu'ils arrivent à chaque fois à faire une saison, un truc complet, avec une bonne fin. Donc voilà. Si vous avez un truc à regarder, regardez ça plutôt que Sévérance, contrairement à ce que tout le monde vous dit, puisque je suis certain que la fin va être décevante vu qu'ils partent dans tous les coins. Et comme j'en suis au
aux séries. Il y a eu des nouvelles images pour Vampire Lestat, puisque maintenant ça s'appelle plus Entretien avec un vampire, mais Vampire Lestat. Et mon Dieu, c'est au cas où on savait pas son nom. Le mec a dit, enfin Sam Reed, donc qui fait Lestat, a dit que tout le message de Lestat allait passer au travers de ses clips et de ses chansons, qu'apparemment il a bossé de ouf tout ce qui est scénique et tout ce qui est chant et tout ce qui est chanté, qu'il a pris des cours avec des coachs vocaux pour chanter comme il faut. J'espère qu'il a pris de meilleurs cours que pour son parler français, puisque je le rappelle pour les gens qui n'ont pas vu la série, il y a toute une saison qui se passe en France. Ils ont fait parler les personnages en français et sans sous-titres, on ne comprend rien de ce qu'il raconte. Mais comme c'est souvent le cas dans des productions où en fait, c'est pas des Français qui parlent, quoi. Ouais, mais d'habitude, moi je pense à Alias où tu sentais que c'était du phonétique. Mais là, c'est tellement du phonétique que tu ne comprends rien du tout, quoi. Vraiment, dans la saison, à un moment, il parle de plat et il parle de la bouillabaisse. Non, la bouillabaisse, et il dit bouillabaisse. Vraiment. Ah ouais. Et il y a des scènes entières où il parle en français et en fait, si t'as pas de sous-titres, tu comprends que dalle et c'est super drôle. Mais voilà. Et le teaser qu'on a, je crois que j'avais passé une fois dans l'émission, est une chanson. La chanson est géniale. J'ai eu la chance de la chanter en karaoké chez Bunka. Ça a été un bonheur. Alors que je suis le mec le plus qui est le plus anxiété sociale donc chanter en public, vraiment ma pire terreur. Et ça a été super de faire ça. Donc j'espère qu'il y aura encore plus de chansons et encore plus de trucs, parce que cette série est géniale. Et je le rappelle que le créateur de The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, Mike Flanagan, a dit que c'était la meilleure série d'horreur de ces dernières années, alors que le mec fait les meilleurs trucs d'horreur du monde. Donc allez-y, quoi, si vous l'avez pas vu. Voilà, je crois que j'ai fait beaucoup de promos pour cette série, mais comme personne ne la regarde, je vois par exemple Judas, qui doit en entendre parler toutes les semaines, n'a toujours pas commencé à regarder. Mais si tu continues de le harceler, tu vas l'en dégoûter, il va pas regarder. Mais je crois que c'est déjà fait, hein, Judas. Non, je pense que ça n'arrivera jamais. Voilà. Alors que je suis sûr que ça pourrait te plaire. Que c'est une série cool, c'est une série queer, c'est une série avec des vampires cool, voilà. Que demander de plus, quoi. Voilà. Bon. Ok, pour Marocco, moi je pourrais vous parler de la fin de Yojimbot, le 4e tome, qui est trop bien, mais ce serait impossible sans évidemment vous spoiler ce qu'il y a dans les autres tomes. Juste pour vous dire que voilà, Yojimbot est une des meilleures BD d'action qu'on ait eu ces dernières années, qui est vraiment super cool. Et donc là, c'est enfin terminé, et j'ai enfin terminé la série, et je suis bien content. À la place, moi j'ai plutôt vous parler du coup d'un roman que je suis en train de finir, qui est du coup Roi Sorcier de Martha Wells. Il y a une très belle édition chez La Talente, et ça a été mon petit livre de vacances. Franchement chouette. Le concept de base, du coup, c'est un livre de fantasy où on va se mettre dans le trope du sorcier millénaire qui va être scellé au fond d'une tombe. Sauf que en fait on va vivre toute l'expérience du point de vue du sorcier qui est scellé et qui est enfermé, alors que un groupe arrive pour s'emparer de ses trésors et qui va le réveiller sans faire exprès. Bref, vous êtes une entité puissante, un gros démon. On vous réveille, vous avez pas très joasse, mais en plus vous avez aucun souvenir de qu'est-ce que putain vous faites ici. Parce que avant de vous endormir, vous étiez aux commandes du monde, vous aviez pas mal d'intrigues politiques en cours, etc. Et vous vous réveillez au fin fond d'une tombe sans savoir combien de temps s'est écoulé et qui vous a trahi. Ça a l'air trop bien. Et donc le début est franchement super cool, parce qu'en plus il a du coup une femme avec lui qui est super sympa aussi, qui elle cherche sa femme, son épouse qui a aussi disparu, parce que du coup les deux sorciers et sorcières ont été enfermés au fond d'une tombe un peu magique, etc. et vont
faire des plans à base de possession, de sortilèges, etc. pour remonter un petit peu la piste du complot et pour comprendre un petit peu ce qui leur est arrivé. En parallèle, il y a toute une... Allô, tout va bien? Oui, c'est mon micro qui oui. T'inquiète, je couperai. Parfait, j'ai cru que ça allait couper. Voilà. Et en parallèle, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'en fait, il y a des chapitres flashback qui du coup raconte un petit peu la jeunesse de ce personnage-là, donc grosso modo à quoi pouvait ressembler genre le plus gros sorcier du monde au tout début lorsqu'il était que un petit démon qui s'est incarné dans un corps. Et toute la culture décrite est vachement sympa. C'est très c'est très inclusif en fait, il y a vraiment c'est très il y a beaucoup d'efforts pour que ce soit non occidental, avec des inspirations vraiment d'un peu partout et des codes aussi qui sont pas très, qui renversent du coup des codes genrés. Par exemple, dans la culture dominante qui est la culture Arik, c'est plutôt du coup quand du coup le narrateur dit vêtements féminins, en fait il pense à une jupe, à des robes, des choses comme ça. Non, veut dire quand le narrateur dit et pense costume masculin, il pense à des jupes, des robes et au contraire pantalons plutôt féminins. Et du coup, il y a plusieurs cultures comme ça qui sont très différentes et du coup où t'as des cultures qui ont aucune différence genrée, t'en as d'autres qui ont des notions comme ça, etc. Et tout leur building est vachement intéressant. Et du coup, les personnages jouent beaucoup avec ça parce qu'évidemment, il y a plusieurs personnages qui s'agglutinent dans un petit groupe et chacun, du coup, il y a vraiment une connexion avec du coup du lore building qui fait des interactions entre les personnages qui est très sympa et chacun a son petit lore vraiment cool. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment Roi Sorcier, l'intrigue est bien ficelée et vraiment le pitch est très bien et ça délivre tout ce que ça promet. Voilà. Ok, et merci beaucoup pour cette reco qui donne très très envie. Sur ce, on va se lancer dans Amer Béton. On va pas essayer de se lancer trop fort parce que se lancer sur du béton, ça fait très mal. Ça fait mal. Voilà. Je pourrais même en être un peu amer. Aïe 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 aïe. J'ai pensé à toi. Je commence directement une digression. On a regardé un replay de la chaîne anciennement Incréatif, qui fait plein de react, et c'est très rigolo. Et il a fait un react sur le langage des oiseaux. Et j'ai pensé très fort à toi et à Julien parce que c'est toi et Julien, mais en mode complotiste et alchimiste, puisque c'est des gens qui décomposent des mots et qui disent regardez, gouvernement, ça veut dire que le gouverne nous ment. Ah mon Dieu, et c'est que des trucs comme ça. Et moi qui hais les jeux de mots au plus haut point, ça a été 40 minutes de malaise tout le long. Et voilà. On va passer à Amer Béton. Avant de donner le plot et de parler de l'auteur, j'aimerais bien que vous me dites comment vous avez découvert ce manga et ce film d'animation, parce que je crois que tous les deux vous avez commencé par le film d'animation. Judas, si tu veux commencer. Oui, bien sûr. Alors moi, c'est une histoire assez classique dans une enfance, c'est-à-dire que pas beaucoup d'argent et du coup, quelqu'un de la famille qui te grave des DVD, très sympa. Et du coup, il y avait sur ces DVD des trucs qui n'étaient pas forcément pour mon âge. Donc du coup, à 10 ans, on m'avait du coup gravé un DVD avec plein de films d'animation dessus. Donc j'avais la première moitié de Akira, seulement la première moitié, et j'avais Amer Béton. Vraiment, c'est un traumatisme et demi, quoi, du coup. Exactement. Je suis pas arrivé au gros bébé qui pisse le sang, mais c'était juste avant. Ouais. Bon. Non, voilà. Et donc du coup, oui, j'ai découvert en fait Amer Béton avec le film d'animation. En fait, ça devait être un an ou deux après sa sortie, en fait. Et franchement, moi, ça a été une claque assez vite. Et en fait, ça a été, je pense, mon film préféré quand j'étais enfant. Et encore aujourd'hui, en fait, je pense que c'est un des films d'animation préférés. Peut-être mon film d'animation préféré. En tout cas, celui que j'ai le plus de plaisir à regarder. D'accord. Et du coup, t'avais pas lu le manga, tu t'avais jamais pris le temps de lire le manga parce que je l'ai lu très tard, le manga. Pour l'émission. C'est ça. Voilà. Et donc du coup, ça m'a permis un petit peu de me mettre au clair avec les trucs. Et en fait, je suis très content d'avoir lu le manga aussi.
Mais pourquoi t'avais pas lu le manga? Enfin, c'est quoi qui t'avait dit qui t'avait pas mis? Enfin, parce que tu lis des mangas assez régulièrement. Tout à fait. C'est plutôt la peur d'avoir quelque chose. Comment dire? Quand t'aimes tellement quelque chose, c'est parce que j'adore le film d'animation. Ouais. Et ben en fait, t'as peur un peu d'être déçu par son matériel de base et que ça dégrade un peu l'image que t'as de ce truc que t'adores. D'accord, ok, je comprends. Spoiler, ça n'a pas du tout été le cas. Bah moi j'ai eu l'effet inverse, mais on en parlera après. Eve, du coup toi, comment tu l'as découvert? Alors moi en fait, bon déjà maxi coup de vieux avec l'histoire de Judas pour ma part, parce que moi aussi je l'ai découvert, j'ai découvert en fait 2 ans après la sortie du film. Donc moi j'ai commencé par le film effectivement, parce qu'en fait donc c'était ma première année d'études, j'avais 18 ans, plein de choses à découvrir, et en fait à Lille il y a un événement qui se passe tous les ans. En fait, il y a un grand événement qui s'appelle le Festival du court-métrage, et en fait, pendant ce Festival du court-métrage, il y a une nuit qui est organisée qui s'appelle la Nuit de l'animation. Et vraiment, ça fait des années et des années que ça dure, et en fait, j'ai découvert qu'il y avait cette Nuit de l'animation quand je suis entrée en études. Et en fait, bah voilà, il y avait un prix très avantageux, tu payais vraiment 10 balles pour 9 heures d'animation, donc c'est trop bien. C'est vraiment toute la nuit dans un théâtre, un très très beau théâtre d'ailleurs, qui a un succès fou sur le territoire français. Chaque fois que les gens viennent dans ce théâtre, ils disent qu'il est très très beau. Et donc du coup, ça a lieu en fait de 21h à 6h du matin le lendemain. Ça se découpe en tranches de 3 heures où en fait t'as des courts métrages d'animation, et à la fin de cette tranche, tu as un long métrage. Donc en fait, tu as 3 longs métrages plus plein de courts métrages, et au plus t'avances dans la soirée, au plus t'as des trucs un peu gore, un petit peu limite, parce que forcément entre 21h et minuit, on considère qu'il y a des enfants dans le public, et après plus la nuit avance, plus les parents repartent avec leurs enfants, et donc du coup ils vont sur des trucs plus chauds après. Bref, moi quand j'ai appris l'existence de ce truc avec une camarade de promo qui est une copine aussi, on a vu qu'il y avait Amer Béton, et elle m'a dit: ah, Amer Béton, c'est trop bien, il faut que tu vois ça, machin, c'est les studios 4 degrés, c'est super, on y va. Donc elle m'a traîné là-bas. Et en fait, mais quelle découverte ça a été, quoi. C'était vraiment une maxi claque. C'est magnifique, c'est trop beau, j'ai chialé de fou. Et en fait, pour le coup, moi aussi, j'ai lu le manga assez tardivement, mais pour une autre raison, c'est qu'en fait, je ne le trouvais pas. En fait, je crois qu'on était dans une période où il n'était peut-être plus édité. Et pourtant, c'est pas les librairies qui manquent en termes de manga sur l'île. Et vraiment, je n'arrivais pas à mettre la main dessus. C'était très compliqué. Et en fait, c'est vraiment... je crois qu'en fait, c'était le moment charnière parce que moi, j'ai fait des petites recherches du coup. Mais au départ, donc, il était publié en 3 tomes, le manga, à partir de 96, en France en tout cas, parce que c'est 94 au Japon. Mais par contre, la réédition en un seul volume, en une intégrale, c'est 2007. Et moi, j'ai vu le film en 2008. Donc tu vois, c'est quand même curieux que j'ai pas réussi à me le procurer. Et bref, il m'a fallu un peu de temps avant de l'avoir, et en fait il a fallu que j'attende une réédition de cette intégrale, parce que la première intégrale, je crois qu'elle était un peu en couverture souple, tandis que la mienne elle est en couverture rigide. Et voilà, donc dès que j'ai eu l'occasion de me procurer le manga, je l'ai fait, et c'est pas pour me la péter, mais il est dédicacé par Taiyo Matsumoto. Mon dernier festival d'Angoulême, c'était en 2019, c'était uniquement pour aller voir Taiyo Matsumoto. Je me suis battue pour avoir mon ticket de dédicace, mais je l'ai eu. C'est l'année où j'ai beaucoup hésité à y aller, ouais. Et de toute façon, je vais... En tant qu'objet, le manga, il est beau, Alors, moi du coup, comme j'ai une édition qui est rigide, alors je sais pas comment elle est en ce moment. Je crois qu'elle est toujours rigide, l'édition aujourd'hui, mais en fait vraiment la couverture rigide en intégrale et tout, c'est hyper quali, quoi. C'est une très belle illustration. Bon, après les pages sont assez fines parce que du coup il y a quand même beaucoup de pages, mine de rien, et donc les pages sont assez fines pour faire un objet qui est pas trop épais, mais c'est quand même un beau livre. Et il y a 600 pages, hein. Ouais, et il tient bien dans le temps. Enfin, ça fait quand même des années que je l'ai fait dédicacer il y a 6 ans déjà, donc je l'avais depuis un peu plus longtemps. Donc ouais, il tient bien. Ok. Tant que c'est pas des pages glacées.
petite pensée à Slam Dunk, la nouvelle édition. Non, elles sont pas glacées. c'est un peu dommage. J'adore cette édition, mais les pages glacées. Après, c'est fin, c'est presque, enfin, j'exagère un peu, mais plus fin, ce serait la Bible, quoi. Okay. Tu vois, c'est vraiment des pages très fines. Il y avait la réédition de Naruto, la Hokage édition apparemment, où limite apparemment tu voyais au travers des pages tellement c'était fin. Oh, ah ouais. Il y avait des gens parce qu'après des pages fines, si le papier il est selon la facture du papier, ça veut pas dire que tu vois au travers forcément. Là c'est pas le cas d'ailleurs. Les pages elles sont en plus dans mes souvenirs, le papier il est vraiment bien blanc. Tu vois, c'est pas un papier qui vieillit, qui jaunit et tout. Donc c'est c'est une belle édition. Comme à l'habitude de le faire Delcourt, continuons à dire du bien de Delcourt, Tonkam qui font des super trucs. Du coup, si vous avez entendu mon appel à l'aide sur Mononoke, allez-y. Et d'ailleurs, ils ont ressorti Hellsing. C'était super bien, vraiment une très belle idée de ressortir Hellsing en intégrale parce que c'est trop bien Hellsing. Voilà. J'avais demandé à Eve de faire une petite review. Vas-y, lance-toi. Tout à fait. T'as envie. Eh bien, comme on a déjà gratouillé des petits trucs avec les dates, etc., je vais pas trop m'attarder à nouveau dessus. Par contre, j'ai une petite anecdote concernant le titre Amer Béton, puisque pour l'anecdote, en fait, si je dis pas de bêtises, enfin en tout cas on est un des rares pays, si ce n'est le seul, à avoir traduit le titre. Parce que même dans la version anglaise, le manga ainsi que le film ont gardé le titre original en japonais qui est Tekkonkinkrit. Et en fait c'est une anagramme de Tekkin Concrete qui signifie béton armé. Et en fait, pourquoi ça s'appelle comme ça ? Pourquoi ça s'appelle Tekkonkinkrit ? Ça n'a rien à voir avec l'histoire. C'est juste une petite anecdote par rapport à l'auteur, Taiyo Matsumoto. Parce que quand il était enfant, il n'arrivait pas à le prononcer correctement et il inversait kon et kin. Donc en fait, voilà, il faisait une anagramme en prononçant mal. Et du coup, c'est assez malin parce que en français, on a cette chance de pouvoir adapter ce petit défaut de langage en traduisant béton armé en amer béton. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ah, j'avais pas fait le lien. Et ouais. Donc c'est assez smart quand même. Ouais, c'est une très bonne traduction de titre, hein, franchement. Le traducteur, la traductrice qui a trouvé ça, franchement, chapeau. Franchement, là, c'est genre une fois dans ta carrière, franchement. Mais il aurait dû inverser du coup, parce que pour vraiment avoir le béton armé, il aurait fallu faire béton amer plutôt que amer béton. Bon, bref. Oui, mais après, amer béton, c'est pas mal aussi, hein, quand même. Enfin, il y a peut-être un truc un peu plus en termes de rythme. Je trouve que ça marche bien. Que béton amer. Ouais. Et donc, du coup, Amer Béton, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de deux enfants qui sont orphelins et qui vivent dans les rues d'une ville fictive qui s'appelle Takara ou Takaramachi, et ça signifie Trésorville en japonais. Les deux enfants, alors selon les éditions, selon si c'est le film, ils ont des noms différents mais qui veulent tous dire la même chose parce qu'en fait, dans le manga, donc c'est Noiro et Blanco, mais sinon c'est noir et blanc, ou alors c'est Kuro, qui veut dire noir en japonais, et Shiro, qui veut dire blanc en japonais. Donc voilà, on prend ce qu'on veut. Moi, généralement, je le prononce à la japonaise parce que je suis une weeb. Et bref, ils sont surnommés les chats dans cette ville et ils sont vraiment connus. Alors, je vais pas dire comme le loup blanc, mais presque, puisque c'est des gamins qui sont super forts, qui sont rusés, qui sont inséparables et qui seraient même, paraît-il, capables de voler dans les airs. Tous deux se sont donnés pour mission de protéger la ville, mais cette mission, elle se fait pas sans heurts parce que finalement, c'est que deux enfants de presque 10 ans dans un monde d'adultes et surtout dans une ville qui serait de plus en plus corrompue et qui serait de plus en plus pourrie de l'intérieur. Et si Kuro, qui est intelligent, rusé, dur à cuire et que c'est un amateur de bagarre, Shiro, quant à lui, c'est un enfant différent de lui. En fait, ils sont un peu comme les deux faces d'une même pièce. Lui, il est beaucoup plus sensible, il est insouciant, il est espiègle. Et du coup, je disais que c'est comme deux faces d'une même pièce, c'est un peu comme le yin et le yang, comme le noir et le blanc. Clin d'œil, je pense que vous l'avez. Et bref, ils sont tellement connus et respectés d'une certaine manière, ils sont un peu craints que même la police ou les autres gangs, des petits gangs de petites racailles, se tiennent à distance d'eux, voire sont un peu potes avec eux pour pas être dans leur mauvaise grâce. Mais ça, c'est sans compter le retour d'un yakuza en ville qui s'appelle Suzuki, qui est surnommé le rat. Et
l'arrivée qui s'enchaîne d'un bien étrange personnage appelé le Serpent. Je veux pas dire, mais Judas s'est donné ce surnom pour l'enregistrement de cet épisode. Je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Et bref, tout ça, ça vient remuer la merde parce que les Yakuza du coin veulent prendre le contrôle de la ville de Takara en y implantant de nouveaux commerces et surtout des grands complexes de jeux et d'attractions pour se faire un max de fric. Je rappelle à toutes fins utiles que le manga a été écrit entre 1993 et 1994 et que c'est toujours le cas aujourd'hui. beaucoup de pachinko et de trucs de jeux vidéo, de complexes, de gachapon et compagnie. Enfin, il y en a pas mal qui sont contrôlés par les Yakuza au Japon. Donc voilà, il enfonce un peu des portes ouvertes, Taiyo Matsumoto, mais il constate. Et donc, l'arrivée d'une violence nouvelle, ça impacte particulièrement Shiro, des deux enfants, donc blanc, parce que lui, il est très très sensible à toute cette violence et il dit des choses très... Enfin, moi, c'est la chiale à chaque fois qu'il le dit, mais on y reviendra après. Et Kuro, pour le protéger de tout ça, il décide de s'en mêler. Seulement, le serpent, il est pas du même acabit que les autres caïds auxquels se sont frottés les enfants auparavant, et donc ça va être très difficile de mener cette guerre, en fait. Et ça va les mettre par la même occasion face à leurs démons intérieurs. Et très chouette plot. Tu as très bien résumé l'histoire. Pour ceux qui n'auraient pas jamais vu le film ou même des images du titre, c'est pas du manga à la mode apparemment, moi j'ai entendu du coup, je vais donner ma source directement. J'ai regardé le coma de Norfen Rufio. D'ailleurs, je pense pas qu'il écoutera, mais s'il écoute, refait des vidéos vraiment parce que Coma c'était trop bien, notamment celui sur Slam Dunk qui était génial. En plus, si F t'as pas vu, il arrive à animer les cases de BD de façon avec After Effects, et c'est vraiment c'est super beau ce qu'il fait. Et il a fait tout un truc sur Taiyo Matsumoto qui était super intéressant, et apparemment il a fait des études en fait il devait dessiner il est venu en France pour dessiner le Paris-Dakar, et apparemment il s'en a un peu battu les couilles du Paris-Dakar, et à la place il a lu de la BD franco-belge, et notamment Moebius et un autre artiste dont j'ai oublié le nom, mais il a été vachement influencé. C'est un peu un autre Taniguchi, on pourrait dire, parce que Jiro Taniguchi, qui est un autre auteur qui est vachement connu en Europe, mais au Japon il a moins de l'aura que nous on a en Europe, où en Europe il marche de ouf, et au Japon c'est quelqu'un de un peu plus confidentiel, quoi. Et il a un dessin que moi je trouve génial, vraiment c'est super beau, mais je donne un exemple, mais genre Faye ça l'a rebuté complètement, elle aime pas, on peut être se dire ah oui c'est spécial, j'ai pas envie de lire des trucs. Enfin, si tu aimes le manga mainstream à la My Hero Academia ou ce genre de trucs, tu peux te dire ah ben non c'est pas le genre de manga que j'ai envie de lire, mais c'est vraiment très 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 beau. Je sais pas si vous avez un mot à dire sur le graphisme de Amer Bépon. Oui, tout à fait, ce que tu dis est très juste, mais ce serait vraiment parce que tu vois, il y a Jiro Taniguchi qui du coup prend certaines choses de la bande dessinée pas les mêmes trucs du tout, européenne, ouais, qui va être plutôt dans l'aspect des thématiques, du rythme, de comment traiter machin, etc. Il va rester quand même dans un dessin qui est très académique pour du manga. Taiyo Matsumoto, il va prendre l'aspect presque punk en fait du dessin européen, quoi. T'as vraiment des trucs qui peuvent faire penser à des trucs très anglais, des trucs parfois avec du street art, ou des trucs vraiment très décomposés, qui correspondent absolument pas au standard du dessin japonais, et surtout de manga, et surtout dans les magazines de prépublication, quoi.
Pour résumer, ce qui est particulièrement présent aussi dans Amer Béton, parce que du coup Taiyo Matsumoto, il y a d'autres publications, et selon les mangas c'est assez différent en vrai, parce que autant dans Amer Béton, je crois que c'est vraiment du noir et blanc pur, il y a pas tant de trame en fait. Là il y a pas de jeu de niveau de gris, etc., que dans d'autres mangas il va vraiment le faire beaucoup plus. Et du coup, on aura ce côté un peu moins punk, ce côté punk qui va apparaître moins. Je pense à par exemple Sunny qui est excellent aussi, de Taiyo Matsumoto, où là c'est plus doux. Et c'est vrai que c'est presque cartoonesque en fait la façon dont il fait son trait dans Amer Béton. Mais en fait, pour résumer un peu, Jiro Taniguchi s'est vachement inspiré de la ligne claire, donc Hergé, ce genre de truc, et Taiyo Matsumoto c'est plus Métal Hurlant, ce genre de truc quoi. Pour vraiment résumer très très grossièrement. C'est pas faux, hein, vraiment. Oui, tout à fait. Après, tu vois, regarde, moi je comprends aussi le point de vue de Faye, parce que moi en fait j'ai commencé quand même mon entrée dans cet univers à travers le film, et déjà alors à travers le film, mais aussi quand même à travers le style du studio 4 degrés, qui est un style bien particulier quand même, parce que le studio 4 degrés est capable de produire des animations très très différentes, c'est très éclectique selon les films produits, et du coup moi j'avais vu ça, et je crois que l'année d'après j'ai vu Mind Game du studio 4 degrés, toujours à la nuit de l'animation, donc c'est vraiment pour vous dire le type de programmation qu'on a. La bonne adresse. Et la très bonne adresse, je recommande. Et franchement c'est très particulier, mais du coup le fait que ce soit en animation, ça passe. Et du coup, quand j'ai lu le manga, je me suis rendu compte que même si c'est un peu différent quand même, le style le trait dans l'animation et le trait dans le manga, et ben en fait, je trouve que c'est quand même assez chouette, parce qu'il y a plein de similitudes, et le fait d'avoir vu tout ce foisonnement mis en couleur et en animation, je pense que ça m'a aidé aussi à plus facilement accepter le trait dans le manga après coup, parce que je pense que si j'avais commencé par le manga, j'aurais peut-être été, surtout en 2008, j'aurais peut-être été un peu plus réfractaire aussi, parce qu'à ce moment-là j'étais aussi plus dans le manga mainstream. Donc voilà, maintenant moi j'adore le trait de Matsumoto, il y a pas de problème, mais je pense que ça aurait peut-être pas été le cas si j'avais pas commencé par un film. Du coup, moi, j'ai fait l'inverse que toi, mais moi, je suis désolé, Judas. Moi, je vais vers ça quand je pense aux comics, les trucs vers lesquels je tends au niveau du dessin, c'est les trucs où tu vas reconnaître un style particulier, une patte particulière, et c'est ça que je vais aimer et vers lequel je vais me tourner. Du coup, bah moi directement, ça m'a plu directement. Je me suis dit vraiment, c'est une patte spéciale avec une patte graphique qui sort des cadres normaux, et j'ai kiffé, et vraiment j'ai adoré le manga, vraiment je l'ai lu d'une traite, et j'ai été aspiré par la ville de Takara. Vraiment, j'ai passé un moment de ouf en lisant les pages du manga, et j'ai trouvé que le film résumait. Bon, effectivement, on peut pas faire. Ils allaient pas faire un film de 14 heures. On peut pas, comme disait en off Eve, on peut pas résumer un manga de 600 pages comme ça sur un film d'une heure et demie. Mais je trouve qu'il y a une globalité et il arrive à en faire une ville vivante et un véritable personnage et un véritable. T'as l'impression que ça n'en finit jamais, et que chaque décor est un nouveau truc. Alors les décors du film sont très très beaux, mais mais là je me serais vraiment battue avec toi, je serais descendue te voir. Oui, là j'aurais si pas tu été m'avais d'accord dit non que plus. visuellement le film ça n'allait pas, je me serais battue avec toi, James. Non, le film est très très beau, mais je trouve c'est que sublime. le manga va plus loin et je me suis pas immergé dans Takara comme j'ai pu m'immerger dans le Takara du film, quoi. J'ai l'avis complètement opposé sur la vie. Ouais, c'est marrant. Ouais, alors, mais je sais pas si on en parle maintenant, mais mais non, mais en fait, je, je pense savoir ce que tu vas dire, Judas. Je veux pas assumer non plus, mais en gros,
j'aurais tendance à dire que j'ai l'avis opposé aussi à James, et en même temps, je comprends ce que James veut dire. Enfin, comment dire ? En gros, je pense que dans sa globalité, la ville est quand même vachement mieux retranscrite en animation parce que t'as plein de plans larges que tu n'as pas dans le manga, en fait. T'as des trucs incroyables mis en couleur avec, en plus, c'est des still lives peints, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois qu'il y a vraiment un traitement sur l'image qui est incroyable. Et par contre, plus individuellement et plus proche des gens qui vivent dans la ville, effectivement, le manga est plus vivant de ce côté-là. Parce que, justement, il y a plus de détails sur les gens et sur les petits commerces, et c'est des choses que tu vois moins dans le film, puisque c'est beaucoup plus de plans larges. Enfin, je pense que c'est un peu... Voilà, c'est comme ça que je le perçois. Non, je suis complètement d'accord. Là où je vais faire une nuance par rapport à la ville, ça tient du graphisme, mais aussi ça tient du développement narratif, en fait, qui est laissé aussi à la ville. Je trouve que dans le manga, Tadao Matsumoto, il cherche pas mal ses thèmes aussi à un moment. Bref, il fait ça un petit peu au fil de l'eau à des moments. Alors que dans le film d'animation, en fait, ils ont réussi à faire une progression narrative de la ville avec une ville qui change petit à petit. Ouais. En fait, ce qui est pas vraiment transparent dans le manga, il le développe et il le traite à la fin. Mais en fait, parce que du coup, dans l'histoire, il y a du coup une confrontation entre les anciens Yakuza qui ont connu une ville historique et qui ont connu un truc, etc. Et les nouveaux capitalistes, on va dire, qui construisent des complexes de jeux qui vont en fait changer la ville. Et ça, on le voit, ils ont réussi à le faire de manière très progressive dans le film d'animation. Oui, c'est vrai. Dès le début, il y a un micro changement scénaristique qui fait que, par exemple, le serpent est présent au début du film, du manga, parce qu'il y a déjà un complexe de jeu qui existe. Dans le film, c'est pas le cas. Dans le film, il arrive progressivement et en fait, il va vraiment transformer la ville petit à petit. Et il y a plein de plans sur la ville où tu vois du coup des bâtiments être détruits petit à petit, de nouvelles choses être construites, etc. Oui, c'est vrai qu'il montre des travaux alors qu'on n'en voit pas du tout dans le manga. C'est ça. Oui, mais en même temps, tu vois, dans le film, les deux frères, alors dans le film, je crois qu'ils ont même pas le même nom, mais c'est frères de la nuit et frères du jour dans le manga. Oui, ils les font. Et je crois que c'est Aube et Crépuscule dans le film. Ouais, ils les font. Et en fait, eux, ils sont là dès le début du film. Et en gros, tu comprends pas trop parce que forcément, t'es lancé dans une course-poursuite dès le début, t'es en mode ok, d'accord. Et ce qui est tout aussi bien, mais c'est vrai qu'ils arrivent dans le manga bien plus tard. Ouais. Et justement, c'est eux qui viennent t'apprendre après tous ces petits indices que t'as dans le manga qui sont au fil de l'eau, comme tu le disais, Judas, que mais en fait nous on a été chassés de notre quartier, et c'est peut-être moins clair quand ça arrive au début du film de ce côté-là. Donc en fait c'est vrai qu'ils ont tronqué tout un truc. Ouais. Pour moi, il y a une raison beaucoup plus symbolique avec les deux frères dont on parlera en ce moment quand on parlera de violence. Mais voilà. Du coup, en fait, je trouve en fait que dans le film, ils ont vraiment réfléchi la ville en termes de personnages. Et que du coup la ville elle a une évolution et qu'ils l'ont vraiment traité à part ils ont vraiment mis un gros soin dessus. Je trouve que le développement narratif de la ville est plus travaillé dans le film, ce qui correspond aussi avec beaucoup plus de map painting. Elle est magnifique dans le film d'animation et elle est beaucoup plus un mélange explicite occidental oriental. Il y a plein de détails, etc., qui sont vraiment très chouettes. Là où en fait dans le manga elle est beaucoup plus punk, elle est beaucoup plus anarchique, elle est beaucoup plus foutraque, et elle a paradoxalement moins de sens. Moi ça m'a plus parlé, donc voilà, je suis désolé. T'es pas vexé quand même, James? Non. Ce que tu disais, je voulais revenir un peu. Vas-y. Je voulais du coup juste pour terminer pour rebondir sur les graphismes refaire. Je trouve qu'il y a en fait une porte d'entrée dans le manga qui est vachement qui a un parti pris très assumé de faire justement du crade. Oui. Parce que du coup béton armé, Tekken, le truc là, amer béton. Il y a cet aspect vraiment de la rue sale, du truc industriel, du truc qui est pas un truc humain qui a reçu de l'amour, mais un truc purement fonctionnel et que dans lequel se retrouvent à vivre des rats, quoi.
Et pour moi, le graphisme est complètement là-dedans, avec cet aspect très punk, très cartoon, très machin, mais avec des têtes qui sont très déformées. Les personnages, ils sont pas dessinés pour être beaux. Ouais. Ils sont même un peu monstrueux, tout ça un peu à leur façon. C'est un peu des gens inquiétants, comme quand t'es un enfant et que tu vois un adulte bourré. T'as vraiment ce truc-là qui est un petit peu de... ce monde, il est imprévisible, il est bizarre. Tu sais pas trop à quelle sauce tu vas te manger. Et il y a vraiment cet aspect-là vraiment de déformation un peu inquiétante, qui est très intéressant et qui est très punk complètement et qui vraiment plonge dans le manga, mais qui fait qu'il peut être une amorce un peu difficile, quoi. Mais même blanc, tu peux être un peu au début, tu peux peut-être te dire mais c'est qui ce personnage, parce que à chaque fois que tu le vois d'une façon différente, il a un masque, il a des fringues différentes. Il a toujours il y a un petit côté qui pourrait, parce que souvent les personnages de manga ont un seul costume et ne bougent pas je pense à Naruto par exemple, qui a son costume orange très marquant, alors que blanc à chaque apparition, il a un nouveau masque, il a des nouvelles fringues. Il est pas beau, il est en train de renifler tout le temps. Il y a un côté un peu il a des dents déformées. Il dit qu'il a des dents d'hippopotame, justement. Même lui, il en est conscient en fait. Que voilà quoi. Mais moi j'adore justement. Je vais pas dire que j'ai un préféré, mais je trouve que blanc, il est quand même incroyable. Vraiment en termes d'écriture et tout, il est incroyable. Et justement, je trouve que c'est trop bien tout ce sens, toute cette attention accordée aux détails de ces petits chapeaux qui ressemblent à des grenouilles, machin. Mais moi, je veux ces chapeaux, en fait. Il les trouve où, ces chapeaux? Ils sont exceptionnels. Le fait qu'il collectionne des montres et qu'il en mette jusqu'à ses aisselles, parce qu'il adore ça. Il connaît pas l'heure. Alors qu'il sait pas lire l'heure. Tu vois, c'est juste vraiment l'accessoire en tant que tel qu'il aime bien. Mais moi, en fait, je trouve ça fantastique parce que ça me rappelle moi, quand j'étais petite, où j'étais deg de pas porter de lunettes, parce que je trouve que c'est un accessoire fantastique, parce que j'avais une trop bonne vue. Alors maintenant, j'ai une vue moins bonne, donc j'ai des lunettes. Voilà, c'est mon rêve d'enfant accompli. Merci la lecture. mais et les ordinateurs aussi. Mais du coup, en fait, moi je trouve que c'est vraiment trop bien, et le fait que dès le début tu vois quand même un gamin qui est complètement à côté de la plaque, parce que pendant que t'en as un qui est hyper sérieux en mode t'as vu que le rat il est revenu machin et tout, il est super sérieux, lui il est en mode tu sais je sais compter jusque 10. En fait il est complètement random, et c'est trop bien parce que c'est un gosse en fait. Ouais, il parle vraiment comme un gosse. Oui. Et ça c'est cool, je trouve. Mais les deux parlent vraiment comme des enfants en fait. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce de l'enfance. T'as le noir qui est le côté un peu edgy qui est contre les adultes. Vraiment, il y a tout est dans les noms quoi. Qui est aussi gouverné par ses peurs. Blanc est gouverné par bref. T'as une espèce d'espoir plus innocente quoi. Il y a un truc qui est dit sur l'enfance qui est vraiment beau, je trouve. Je sais pas si vous voulez développer un peu sur ça. Du coup, je peux embrayer là-dessus en disant, encore une fois, c'est pas pour me la péter, mais bon, c'est dans ma mémoire disque, donc faut que j'en parle. Mais quand je suis allée donc au festival d'Angoulême en 2019, parce que l'invité d'honneur était Taiyo Matsumoto, il y a eu une exposition de son œuvre en général, pas que sur Amer Béton. C'est souvent le cas, de toute façon, quand il y a un invité d'honneur au musée d'Angoulême, il y a une exposition, et là, l'exposition, le titre de l'expo, c'était littéralement dessiner l'enfance. Je veux dire, on peut pas faire mieux, quoi. Et c'est le cas dans Amer Béton, c'est le cas dans Sunny également. Récemment, j'ai lu aussi Frères du Japon, qui a été publié il y a quelques mois à peine chez Delcourt Tonkam également, et qui prend un peu le même, il est un peu au même format, un peu cartonné, rigide que Amer Béton. Avec une couverture en plus, je sais pas comment on appelle ça, vous savez, les couvertures en papier au-dessus des mangas là. Et du coup, en fait, il y a vraiment tout un truc dans sa façon de dessiner et de décrire l'enfance qui est hyper particulier, parce que en plus de ça, il y a pas qu'une enfance, t'as pas qu'une seule façon d'être une personne, et a fortiori d'être un enfant, puisque t'es en plein développement. Et du coup, dans tous ces mangas différents, mais aussi dans Amer Béton, on voit qu'il n'y a pas qu'une manière
d'être un gosse en fait, que ce serait quand même réducteur de dire que par exemple Blanc est la seule façon d'être un enfant un peu insouciant, un peu bébête, qui dit t'as vu, j'ai compté jusque 10, qui chante des chansons paillardes sur les seins et sur les zizi, et voilà. Et en fait non, c'est hyper intéressant en fait, sa façon de toucher à l'enfant, de travailler sur l'enfance. Oui, attention aux mots. Mais par contre, ce qui m'avait assez surpris, c'est que souvent en interview, il dit que c'est pas tant son but que c'est pas son but de vraiment de se focaliser sur l'enfance, sur comment la dessiner et comment parler de l'enfance. Mais en fait, du coup, c'est quand même assez naturellement ce qui vient dans ces mangas en fait. Et voilà, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Et pour avoir lu plusieurs de ces mangas, vraiment celui qui me fait qui me procure vraiment toutes ces émotions et tout, c'est Amer Béton quoi. Enfin voilà, Sunny c'était super, Frères du Japon c'était trop bien, mais vraiment Amer Béton c'est le top du top pour moi quoi. Enfin c'est trop bien. Et encore une fois, bon, je reprends ce que disait Coma Norfen Rufio dans Coma. Il fait des personnages qui sont pas forcément des gens dont tu vas pouvoir c'est pas des parangons de vertu et c'est des personnages avec beaucoup de nuances et Noir, il fait des trucs pas cool, et même Blanc non plus, hein. C'est pas des c'est pas des personnages très sympathiques en fait, c'est des racailles. Bah oui, ils sont 10 ans mais c'est des racailles quand même. Ouais. Mais il y a tout et puis moi dans l'enfance, j'ai l'impression, bon, c'est peut-être moi qui ai été traumatisé, mais quand t'es gamin, c'est un des moments où t'es le plus cruel, et ça m'étonne pas que de décrire l'enfance comme ça quoi. Oui, c'est vrai. Est-ce que t'as un truc à dire? Vas-y, excuse-moi. Ah pardon, je te donne la parole après, Judas, si tu veux. Pas de souci. J'ai peur d'oublier, mais du coup, en fait, tu dis que les enfants sont cruels, etc. Et en fait, c'est vrai, t'aurais raison, et d'autant plus que c'est des orphelins qui n'ont que d'eux, qui ne font pas confiance aux adultes, sauf un vieux SDF en fait qui revient en ville parce qu'il était parti pendant un moment et revient. Et en gros, on se rend compte effectivement que le rapport qu'ont les deux enfants avec ce vieux SDF, il est très différent parce que des fois, même si Noir, il est quand même assez cruel, qu'il aime la violence et qu'il ferait tout par contre pour protéger ou pour venger Blanc, même si Blanc ne le sait pas, il est quand même super intelligent. Parce que genre à un moment il parle de Nabucodonosor ou je sais plus quoi, enfin il est hyper intelligent, il sait plein de choses, il est très cultivé, et ça tu comprends assez vite que c'est le vieux qui lui a appris ces trucs là, parce que c'est le vieux qui dit des trucs comme ça pendant les scènes où il est là, alors que Blanc par contre c'est vraiment il se laisse un peu chouchouter quoi, enfin quand ils vont dans les bains publics etc, normalement Blanc il aime pas trop se laver, et c'est le vieux qui lui dit bon allez maintenant on va laver tes cheveux quoi, et mais il sait même pas s'habiller tout seul. Il l'écoute, voilà c'est ça, il sait pas s'habiller tout seul, il sait pas lasser ses chaussures. Et en fait, du coup, il y a leur figure adulte, c'est un peu lui, mais ils ont pas la même façon d'apprendre des enseignements de ce vieux monsieur, parce que à côté de ça, Noir il dit oui mais tu m'as toujours dit de pas faire confiance aux autres, et donc du coup je fais comme tu m'as dit. Et d'un côté donc il y a justement ce gamin là Noir qui prend tout au pied de la lettre et qui du coup est très très hermétique à toute présence extérieure sauf celle de Blanc, et à côté Blanc qui dit mais t'as vu, maintenant moi je sais compter jusque 10, maintenant je sais lire 5 heures. Voilà, il sait lire 5 heures sur une montre, et en fait ils prennent vraiment pas les mêmes infos. Et du coup tu te rends compte que même avec une présence adulte, même si elle est très fine, très maigre, même avec cette présence là, effectivement à côté ils font des conneries, ils se bastonnent. En fait, pour eux, il n'y a pas de conséquences. C'est-à-dire que la fin justifie les moyens, et eux, comment ils veulent défendre leur ville, pour eux, c'est en tabassant des gens, et ils prennent pas conscience à la même mesure des conséquences. Oui. C'est ça la notion clé qui est intéressante en fait. C'est qu'on dit les enfants sont cruels, etc. Les enfants surtout n'ont pas forcément de notion de conséquences.
la durée ou en tout cas de gravité. Donc quand au tout début du manga il tabasse un gars juste parce qu'il leur a mal parlé, il y a pas de genre, ça va être très bizarre à dire, hein, mais il y a pas de méchanceté de leur côté. En fait, c'est juste on fait ça, tu vois. Ouais, il y a quand même un moment où Noir il dit bon, ça veut dire qu'il est pas mort, quoi. Donc oui. Il est quand même conscient qu'il peut tuer des gens. Voilà. Et du coup la différence va se faire entre Noir et Blanc là-dessus. Et on pourrait avoir une analyse même de la violence en général dans cette œuvre-là, en analysant, en se disant ok, il y a du coup la violence des enfants et la violence des adultes. Ah oui, à plusieurs moments du coup donc là-dedans qui va se retrouver, et pas que chez Noir et Blanc en fait. Même t'as du coup un groupe de jeunes gens qui jouent genre aux sortes de Super Sentai ou avec des tenues punk ou je sais pas quoi. Ouais, c'est une espèce de furio un peu. Pas son super héros. Je crois qu'ils s'appellent les Mohawks. C'est possible, oui, tout à fait. Oui, et eux du coup, ouais. C'est ça. Et eux, en fait, ils sont très clairement, en fait, dans une démonstration de violence très naïve et très enfantine, en fait. Et les premiers chocs qui vont arriver dans le manga ou dans le film d'animation, ça va être quand ils vont être confrontés avec des vrais yakuza qui eux utilisent la violence des adultes et qui, en fait, ne vont pas rouler des mécaniques pour faire de la violence symbolique et juste faire paraître cool en étant violent, mais ils vont juste cibler ce qui fait le plus mal et ce qui fait vraiment genre juste pour nuire et pour faire comme ça. Et Noir va être attiré vers cette forme de logique en fait. À mesure qu'il va se frotter avec les yakuza, en fait il va rentrer dans le monde de la violence des adultes. Et là où ça se voit de manière un peu très stylisée dans le film d'animation, mais que on voit déjà, mais que on devine thématiquement dans le manga, c'est qu'il y a plein d'aspects un peu surnaturels dans la violence, ou en tout cas dans les scènes d'action. On le dit, ah oui, les chats, ils peuvent, il paraît qu'ils peuvent voler, etc. Et à quelques moments dans le manga, t'as des cases qui te laissent penser que c'est ce qui se passe effectivement. Mais à chaque fois, le découpage est un petit peu ambigu, donc tu sais pas trop si c'est un choix artistique ou si vraiment ils sont actuellement en train de voler, quoi. Ouais. Le film d'animation va résoudre cette ambiguïté avec une façon que moi je trouve super, assez intelligente, c'est qu'ils vont faire carrément, ils vont prendre parti et du coup il y a des moments où ils vont animer des éléments de rêve en fait, qui vont se mélanger avec la réalité. Ça va être quand Blanc va tomber d'un immeuble comme une feuille morte. En faisant en disant que tout va bien. Voilà, exactement. Hanchi. J'ai envie de pleurer, c'est trop beau. J'adore cette scène. Ouais, voilà. Mais exactement. En fait, il va vraiment, être animé comme une feuille morte, etc. Et du coup, on a la vision en fait d'un truc enfantin, d'un truc surnaturel, de quelque chose qui n'est pas vrai, mais d'un fantasme. Et ça se voit aussi dans les scènes de combat entre enfants contre les deux autres frères. Et pour moi, c'est pour ça aussi que dans le film d'animation, ils l'ont mis au début. Parce que c'est la scène qui ouvre le film et qui te montre, en fait, un aspect, c'est des enfants, ils sont orphelins, et ils se tapent avec tout le monde. Et c'est les chats du quartier, tu vois. Et en fait, on te montre une scène d'action où ils volent partout, ils font des trucs, etc. Ils se battent contre d'autres enfants. On sait même pas vraiment pourquoi ils se battent, en fait. C'est des combats d'enfants, quoi. Genre, c'est juste, on est plus fort. Non, on est plus fort. Allez, on se tape, machin. Et puis, ils se poursuivent, ils se tapent, etc. Et c'est vraiment un truc qui est très imaginaire, en fait. Qui est très... et juste la musique. La musique est trop bien. Mais ça, on en parlera. Alors, juste pour vous le dire, mais pour préparer donc cet épisode, j'ai relu le manga, comme nous tous. Mais par contre, je l'ai relu en écoutant la bande son du film. Et je pense que je pourrais pas revenir en arrière, quoi. Enfin, ça marche trop bien. En fait, comme j'ai dévoré le manga, la bande son, je crois qu'elle dure 1 heure. Et vraiment, j'ai réussi à le dévorer en 1 heure. Bon, après, c'est parce que je le connais, mais si c'était la première, si c'est la première fois que vous le lisez, attardez-vous quand même sur les cases. Faites pas comme moi. Mais la musique est exceptionnelle. Et moi, je trouve que c'est vraiment un cocktail incroyable aussi. Et je trouve que c'est quand même assez génial qu'il y ait eu une telle confiance de Taiyo Matsumoto et du studio 4 degrés, c'est que ils sont quand même allés s'enticher d'un réal américain. Alors il est pas tout seul à la réal, il y a Michael Arias et attendez, je l'avais noté aussi. Il y a aussi Hiroaki Ando
Donc du coup techniquement ils sont 2. Et par contre la bande son c'est le groupe anglais Plaid, et donc du coup c'est quand même interculturel quoi tout ça, cette adaptation. Et je trouve que ça marche quand même trop bien. Et du coup c'est assez intéressant quand même parce qu'on a parlé un peu du côté punk et tout, l'Angleterre peut-être, je sais pas. Quelque part. Moi j'ai mais la musique du punk québécois et ça marchait trop bien. Donc, bah voilà. Franchement, validé. Ah oui, complètement. Non mais oui, la musique du film d'animation, et je pense que la musique de fin du film d'animation est une des musiques qui me fait le plus chialer. Ah mais moi c'est vraiment c'est à la nuit de l'animation t'entendais mes sanglots quoi. À la fin, c'est trop beau. Tu as pu le voir sur grand écran ou pas encore? Le film, tu l'as vu sur grand écran déjà ou Jamais. Non. Franchement, c'est... Voilà, il y a Yamamoru Hosoda sur grand écran cet été. À quand Amer Béton sur grand écran à nouveau, s'il vous plaît? Mais j'ai l'impression que c'est un film d'animation qui a pas eu forcément une reconnaissance publique. Non, bah après, au niveau de... C'est assez confidentiel en France en tout cas. Hein. C'est vrai que... Bah, c'est moins joli entre guillemets. Enfin, ça veut faire moins joli que du Mamoru Hosoda. Et puis, alors après, les studios 4 degrés, quand même, ils ont plein de cordes à leur arc, hein. Je crois que... Mais moi, je connaissais pas ce studio. Alors, attends, je vais te dire. Donc, vraiment... ils ont... Voilà, c'est ça. Moi, je me disais bien, ça me parlait parce que récemment, le film Mutafukaz a été co-réalisé avec les studios 4 degrés. Mind Game, qui est exceptionnel. Voilà, j'ai pas vu Mind Game, mais... Il est complètement barré. J'ai dû le regarder 2-3 fois avant de le comprendre en entier, mais il vaut le coup. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? En termes d'animation, c'est vraiment un studio qui est incroyable. En fait, genre, ils réussissent à faire des trucs. Il y a un soin, il y a une image qui est magnifique. Et pour autant, en fait, ils réussissent à avoir vraiment un délire dans un personnage, à avoir une animation qui est giga dynamique. Et dans le film d'animation, ça se voit beaucoup parce qu'en fait, t'as les décors qui sont très travaillés, très précis, avec de la peinture presque, très japonais dans le travail du décor. Et les personnages qui sont beaucoup plus, j'allais dire simplifiés. Ouais. C'est pas simplifié, mais oui, en tout cas, qui sont vraiment très découpés et très différents de l'arrière-plan, et qui du coup bougent vraiment bien, quoi. Ils ont fait le film, je sais pas si ça parle, moi je l'ai pas vu, mais c'est une adaptation d'un manga connu, c'est Les Enfants de la Mer. Ils ont fait un film en 2019. J'ai entendu parler de ça. Il est vraiment bien. Après, pour ceux qui connaissent, il y a la série animée Detroit Metal City qui a aussi été faite par le studio 4 degrés, et c'est quelque chose que j'avais regardé quand j'étais étudiante aussi, et j'ai bien rigolé. Ah oui, c'est un manga. Je sais pas si ça a bien vieilli. Oui, c'est un manga qui a été adapté en animé et en film. Il est trop bien ce manga. Moi, j'adore. Si vous connaissez pas, c'est je fais petit aparté. Parenthèse dans la parenthèse. Parenthèse dans la parenthèse, c'est un mec qui adore la pop, mais la pop un peu lui, c'est la pop suédoise. Je sais pas si c'est connu. Ouais, c'est ça. La pop toute gentille et un peu mélodieuse et un peu. J'essaie de trouver un groupe qui ressemble. C'est un peu cucu, hein, quand même. Ouais, je pense à Simon and Garfunkel, ce genre de truc un peu sympa avec une guitare sèche, un peu cucu, et qui va se retrouver à il y a une manager qui va le choper et il va se retrouver à devoir l'idée un groupe de hardcore metal, mais très du death metal. Ouais, du death metal, mais très visual punk ou visuel très Kiss même, hein, vraiment en termes de maquillage et tout, ouais. Et avec ils ont une espèce de mec sadomaso sur scène qui doit frapper pendant les concerts et tout, alors que lui j'avais oublié. Il n'est que gentillesse et bonheur, et on l'oblige à faire des trucs comme ça, et il se retrouve toujours dans des quiproquos débiles, parce qu'il veut avoir une copine qui aime les mêmes trucs comme lui, mais il va devoir se retrouver. Il y a des fans hardcore de son personnage. Vraiment, ce manga il est génial. Si vous avez l'occasion de le regarder, c'est très très drôle. En fait, ce manga est basé sur les quiproquos, justement. C'est vraiment tout le
truc de l'histoire, c'est de faire des quiproquos parce que, en fait, il est pas juste forcé par la manager, il est aussi forcé parce qu'en fait, il vient de la campagne, il va vivre à Tokyo pour percer dans la musique, il y arrive pas, donc ses économies, elles commencent à se vider sérieusement, et du coup, bah, c'est un peu son job alimentaire, quoi. Ouais, en fait. voilà, ouais. C'est surtout ça, c'est que c'est le seul moyen qu'il a trouvé de rester vivre à Tokyo en faisant de la musique. Et parce qu'il essaie de jouer dans la rue et il fait faire une file de thunes. Ah ouais, mais il n'y arrive pas. Hein. C'est très marrant. Drôle. Mais effectivement, je sais pas si ça a très très bien vieilli. Mais je sais pas trop. Ça me faisait beaucoup rire. Non, ça, il y a une petite vibe un peu GTO dans le côté un peu avec des blagues de cul et ce genre de choses. D'ailleurs, en parlant de blagues de cul, il y a pas, enfin, ça parle pas vraiment de cul enfin si un peu, il y a un moment de striptease. Parce que il y a une question de club de striptease, tout à fait. Judas me dit qu'il a vu à 10 ans, et en fait, à chaque fois que je regardais le truc, il y a eu plein de scènes où je fais, il a vu ça à 10 ans, il a vu ça à 10 ans, il a vu ça à 10 ans. Franchement, j'avais vu pire. C'est vrai. Il a vu un demi Akira juste avant. Pour les gens qui ont vu que le film, le manga est un peu plus au niveau de la violence en tout cas, c'est un peu plus hardcore. Il y a notamment une scène, tu parlais de la scène de course-poursuite au début, où t'as un des gamins qui se fait plaquer contre un pare-brise de voiture, et dans le manga il se fait juste plaquer contre le pare-brise dans le film, il est juste plaqué contre le pare-brise de la voiture, et dans le manga il se fait éclater la gueule contre le pare-brise explose, et donc effectivement c'est beaucoup plus violent, quoi. Il y a des scènes vraiment plus sanguinolentes et plus gore, quoi, plus graphiques. Et il y avait un autre truc que je voulais dire tout à l'heure, et que je trouve que le film explique des choses qu'on comprend pas dans la la façon dont pour ceux qui ont vu l'histoire, où Blanc atterrit sur l'immeuble des Yakuza. Pour ceux qui ont vu l'histoire, vous voyez à un moment très marquant. Dans mes souvenirs, on n'explique pas comment il y arrive, alors que dans le film on le voit grimper. Et je trouvais ça dans le côté un peu magie du fait de il vole, je trouvais que c'était ça fait plus fantastique de se dire mais en fait on sait jamais comment ils arrivent à monter et à faire ce genre de choses. Et je trouve que de l'expliquer ça perd un peu de son. La scène est jolie malgré tout, mais après ça l'empêche pas de voler. On sait qu'il peut voler dans le film. Ouais, effectivement. Mais oui, en termes d'explication, il y a des choses qui sont moins expliquées dans le film d'animation, notamment par rapport aux sbires du serpent, pour ne pas spoiler. Ce qui est beaucoup plus mythologique et sensationnel, et un peu impressionniste dans le film d'animation, où c'est plus des concepts que des trucs expliqués. Également, dans le film d'animation, moi, je trouve qu'il y a un truc avec la fin, le dernier segment de Amer Béton, qui traîne un petit peu en longueur dans le film d'animation. Si vous l'avez vu ou quand vous le verrez, vous comprendrez. C'est-à-dire qu'il y a toute une séquence où le studio 4 degrés s'éclate avec son animation. Il y a des effets qui sont magnifiques, qui sont hyper intéressants, machin. Par contre, narrativement, ça prend 10 minutes de trop. Et je trouve que c'est peut-être le seul défaut du film, c'est que ça traîne un peu en longueur à la fin, parce que en fait, on comprend les thèmes, on comprend ce qui se passe, mais ils font un petit peu trop d'effets avec ça, etc. Et pour autant, tu vois, le fait que ce soit un peu longué et que ce soit très expérimental et tout, moi je me suis souvenu de ça parce que en relisant le manga, je me suis dit mais c'est vrai que c'est quand même assez différent, parce qu'en fait c'est tellement beaucoup plus nébuleux cette scène-là dans le film que dans le manga. Elle a pas lieu du tout comme ça. Que moi je me souviens dans le film, effectivement je pensais plus à un concept très expérimental, et que quand tu lis le manga derrière, tu te dis mais d'accord, ok ok, d'accord, c'est lui, d'accord, ok, c'est ça que ça veut dire, très bien. Et c'est pas que j'avais pas tout compris, mais en tout cas c'est beaucoup plus nébuleux, et c'est vraiment du coup ça te force beaucoup plus l'interprétation
quand t'es devant cette scène dans le film que le manga qui te donne des petites billes au début, et si tu l'as pas, c'est pas grave, puisque quelques pages après tu l'auras, de toute façon on te l'explique. Et en plus voilà. Mais moi je trouve que ça marche tout aussi bien l'un que l'autre en vrai. Complètement, et surtout quand t'es un enfant de 10 ans, ça ton esprit il part partout. Hein. Vraiment tu commences à partir et t'y réfléchis pendant 10 ans. Judas est en train ne montrez pas le film à mère béton à vos enfants. De montrer à leurs enfants de 10 ans. Non, ne faites pas ça. Faites pas ça. Et ne montrez pas le voyage de Chihiro non plus, parce que moi ça m'a traumatisé quand j'étais petite. Non, c'est en vrai. Enfin, non. Le voyage de Chihiro est un très bon film d'horreur pour enfants. Oui, parce que moi je peux te dire ça m'a bien fait réfléchir, mais après c'est le but de ce film, de faire réfléchir à cette notion parent-enfant à des enfants, mais c'est pour les enfants avertis quoi. Oui. Je ne saurais pas trop à partir de quel âge le conseiller moi non plus. Là, non plus. Je l'ai retiré des bacs jeunesse, je t'avoue. En médiathèque, je l'ai retiré des bacs jeunesse, je l'ai mis en adulte, mais de là à avoir un conseil précis sur l'âge. Peut-être ado, non? Ouais. Ado, je pense que ça passe. Ouais. Mais du coup, moi le côté, on va le dire en essayant d'être le moment un peu plus Dark Sasuke de Noir. Je l'ai préféré dans le manga. Oui. Même toute il est beaucoup plus limpide. Ouais, et même le côté, l'espèce de lien que va avoir Blanc avec un autre personnage qui est policier, je l'ai trouvé vachement intéressant, vachement touchante dans le manga, alors que c'est très, c'est assez, il passe dessus très vite dans le film, et je trouve ça. Ils ont beaucoup coupé sur le personnage de l'autre flic qui est beau, des thématiques un peu différentes, etc., qui est vraiment intéressant dans le manga. Il est beaucoup plus monolithique. Et mais on parle beaucoup de noir et de blanc, mais je trouve qu'il y a vraiment plein d'autres personnages. Le rat. Oui, s'il vous plaît. Le serpent. Le rat, Nezumi, s'il vous plaît, quoi, qui est incroyable. J'adore ce personnage. Il est trop bien. Le rat m'émeut au-delà des mots. Je peux même pas l'expliquer. C'est pas un personnage qui est positif. Ouais, il est pas positif du tout. Mais vraiment. Oui, il est très nihiliste. Ah oui, non, il est pas positif, ce personnage-là. Mais par contre, vraiment, il reprend un truc, etc. Et genre, il a la classe. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais même son, je sais plus comment il s'appelle, son subalterne. Son protégé, Akimura. Voilà. Oui, il est vachement intéressant. Son parcours est vachement. Une grosse évolution. Oui, tout à fait. Il va apporter beaucoup de larmes aussi. Vraiment, sa scène de. Je veux pas spoil, mais voilà quoi. Mais je trouve que c'est chouette aussi Kimura, le fait que ce personnage soit là. Parce que tout à l'heure on parlait de la progression un petit peu de par exemple la violence chez Noir, et en fait il y a vraiment toute cette scène qui est je trouve tellement prégnante dans le manga. C'est quand justement quand les Mohawks là, le petit gang de Tikai là, ils sont en fait ils se fight, ils font les malins devant un groupe de Kimura, parce que Kimura veut qu'ils vendent de la drogue et eux ils veulent pas, ils sont en mode non on fera pas ça, nous c'est notre coin ici. Et en fait Kimura au début il est chaud pour leur donner une leçon, et il y a Noir qui est là et qui le fixe, et juste avec son regard Kimura comprend que c'est un des chats, et il se dit lui, il le sait quoi, il dit lui il est dangereux, il y a un truc chez lui et c'est vraiment là que tu te rends compte que Noir il est sur une pente très glissante. que là il est vraiment ça va pas quoi chez lui, tu sens que s'il y avait pas Blanc, et ça c'est répété plusieurs fois dans le manga, s'il y avait pas Blanc il pèterait un plomb complètement quoi. Il y a un truc que répète Blanc à plusieurs reprises que je trouve très beau, c'est il dit moi il manque des vis dans ma tête. C'est la meilleure phrase de tout. Purée,
terrible. En fait, c'est terrible quand même que tu vois ce gamin qui raconte des trucs complètement random. Il téléphone à des aliens et il dit « Allô la Terre, ici Blanche, j'ai protégé la planète et tout. » Et à côté, il dit des trucs si lucides que il manque des vis à Blanc. Moi, il les manque dans ma tête et à Noir, il les manque dans son cœur et on se complète. Et c'est nous qui avons les vis de l'autre et je chiale. Ah oui. Par contre, j'ai un truc à dire. Je sais pas comment tu l'as vu, Eve. Je sais que Judas l'a vu en VF, mais la VF est ignoble. Soyons clairs sur une chose. Noir, il a une voix, on dirait qu'il a 40 ans. Alors moi je l'ai vu, j'avoue que je l'ai vu en japonais parce que encore une fois la nuit de l'animation en fait on nous met les VO sous-titrés français à chaque fois. Donc je l'ai jamais regardé en français justement parce que je crois que si à un moment je suis tombée dessus en français mais j'ai pu switcher en japonais parce que comme j'avais commencé à le regarder en japonais une fois, je le regarde en japonais tout le temps. Pour te donner une idée, je sais pas si t'as vu Death Note en français, mais c'est le mec qui fait Light. C'est le même comédien de doublage. Ah ouais, d'accord. Et bon, il a une voix d'ado, quoi. Il a pas une voix de gamin de 10 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Ce personnage à 10 ans, il a vraiment pas alors que Blanc a une voix beaucoup plus enfantine. Et je trouve que moi, ça m'a sorti. Mais du coup, Blanc, c'est parce qu'ils ont pris une meuf pour le doubler, non? Ouais, sûrement, ouais. Ouais, c'est souvent le cas quand il faut doubler des enfants. Oui. Mais c'est pour ça que en fait en VF, moi j'en avais une vision en fait où je pensais qu'il y avait beaucoup plus d'écart d'âge entre noir et blanc. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le. En effet, dans le manga, c'est pas du tout le cas. Dans le film d'animation, du coup, c'est peut-être la VF qui a créé ça, peut-être pas, mais en tout cas pour moi il y avait vraiment cette notion-là, quoi. Voilà. Mais oui, non, en effet. Mais par contre, moi, j'aime beaucoup la VF. J'aime beaucoup. Enfin, ils ont des nostalgie derrière tout ça. Probablement, mais comme dans tous les choix de versions, hein, tu sais, on préfère la version qui est associée au plus de souvenirs positifs, hein, en règle générale. Mais même en fait, il y a vraiment. Enfin, j'aime bien les choix de traduction sont vraiment chouettes. En VF, du coup, il s'appelle Noir et Blanc. Ouais. Ce qui fait un peu plus de sens que Noiro et Blanco. Oui, mais je crois que c'était juste pour faire une sonorité Shirokuro, en fait. Ouais. Qu'ils ont mis Noiro et Blanco. Oui, et puis, ouais. Non, c'est vrai. Probablement. Mais oui, non, par contre, les textes sont vraiment bien adaptés. T'as vraiment des notions, et puis t'as des personnages. La voix de Nezumi en français est trop bien. Moi, je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était qu'il l'avait écrit Noiro et Blanco en japonais pour faire un peu occidental. Et du coup, dans ma tête, je lisais Noiro comme le dirait un japonais, le dirait. Mais oui, alors que pas du tout. Je me suis dit non, vraiment. Ah ouais, on est fort à ce point en adaptation française. Hein. Amer béton, Noiro et Blanco. Moi j'ai vécu dans les années 90 où on avait le droit à Olivier Tom ou dans Card Captor Sakura, il y a que Sakura qui a regardé son prénom parce que sinon c'est Lionel, c'est Tiffany, c'est Stéphanie, c'est Mathieu, c'est Thomas. Ah mais moi comme je regarde que en VF Sakura, et j'ai du coup non mais c'est ancré ça, c'est la VF elle est bien aussi. Hein. La VF on en parle de Tiffany, comment elle chante? Oui bon ça va, mais là je parle du doublage, je parle pas du chant. Parce que si on peut parler de la VF, moi je peux râler aussi parce que ça a été censuré la VF. Hein. Ah ouais, je savais pas. Oh merde. Ah bah il y a un épisode, ils ont enlevé 5-10 minutes là parce qu'il y avait tout un truc entre Mathieu et Thomas. Ah ouais. Eh oui. Putain, il faut qu'on fasse un épisode sur Sakura. J'ai trop de trucs à dire sur Sakura. Mais il y a tellement de trucs cringe à dire sur Sakura que bon bref. Ouais. Oui. Rappelons que le prof de primaire sort avec une gamine de primaire. Ouais. Bah, on en a parlé dans Codex de ce truc. Mais si je me souviens bien, c'est un truc qui est que dans l'animé. Ah, c'est que, t'es sûr?
Je suis pas sûre. Faut vraiment je crois que j'en ai parlé avec Faye et elle m'a dit que c'était dans le manga aussi. Enfin bref. Ah merde. Bah du coup je sais. De toute façon, comment elle s'appelle? Oh merde. Je suis désolé parce que Faye renomme les personnages et ah oui, Katia Amuro, donc qui est la prof secondaire. Je suis désolé, on fait un autre digression sur 4 Capteurs Square, mais qui et en plus elle spoil, qui sort avec un gamin parce que elle sort avec bon bref. Non, je suis désolé. Au secours. Je vais couper ce passage ou je couperai pas du tout et vous aurez un spoil de 4 Capteurs Sakura. Ouais, ça va, hein, ça le nombre d'années que ça quand même. Ouais, mais quand même, c'est dommage pour les gens qui voudraient découvrir parce que vraiment le manga et l'animé sont cool. Et même l'animé parce que dans l'animé il y a la carte de sucre qu'il n'y a pas dans la. Oui, mais il y a beaucoup de cartes en plus hein, dans l'animé, c'est vrai. Ouais. Et la carte du sucre, c'est la meilleure carte. Voilà, il faut sachez-le. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire sur, à part que c'est génial? Oui, on n'a pas trop parlé de la gentrification, qui est, c'est marrant. C'est un truc dont on parle beaucoup en ce moment. Bon là, c'est pas trop de la gentrification en mode. Vraiment, oui. On fout des bobos, mais c'est de la gentrification. On fout du parc d'attraction sur des trucs. C'est en tout cas du point de vue des yakuza, c'est bien justifié, c'est-à-dire que les yakuza ils sont là pour faire du business, pour gagner du fric, et clairement, et ça c'est ce que tu disais Judas en disant qu'il y a un peu la vieille école et la nouvelle école avec les gros capitalistes, c'est que il y a ce club de striptease qui est là depuis des années et des années, et en fait c'est clairement dit qu'il y a plus de danseuses que de clients, et donc du coup en gros ils sont en déficit là-dessus, ils gagnent plus de fric sur le club de striptease, donc il faut que ça dégage, il faut trouver un moyen d'attirer des gens. Et comme les gens, c'est beaucoup de touristes et c'est aussi une population qui a envie de se changer les idées parce que la ville elle est pourrie, qu'est-ce qu'on propose? Eh ben on propose des jeux, on propose des attractions, des machins et on appelle ça je sais plus comment ça s'appelle le village des enfants ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Et en gros c'est parce que peu importe qui donne l'argent, peu importe si c'est des adultes qui vont payer des danseuses pendant des danses de striptease ou si c'est des enfants qui viennent jouer, peu importe, l'important c'est que la famille de Yakuza, elle gagne des sous en fait. Et effectivement, ça pose aussi question sur la gentrification parce que c'est plein de choses. Enfin, comment dire, c'est plein de choses auxquelles sont attachés des vieux de la vieille, entre guillemets, pour reprendre les propos du rat. Et même les enfants, parce que les enfants, c'est pas des vieux de la vieille, mais disons que c'est leur vie à leur vieux. Oui, et tout à fait. Du coup, c'est des choses auxquelles ils sont attachés. Je parle pas du club de striptease, mais en tout cas, la ville comme elle est, pour les enfants, hein, eux, ils vont pas au club. Et en fait, c'est justement ces gars-là qui viennent d'Onsezu. Le serpent, il vient pas du tout de la ville de Takara à la base. Tout à fait, c'est un étranger. Pour gagner des sous, quoi. Oui, et avec ces sbires qui vont même porter des sortes d'armures qui peuvent rappeler les CRS ou des forces de police, etc. Avec des bâtons, des choses comme ça. Il y a toute une imagerie en fait du ghetto urbain et de nettoyer certains quartiers, de faire de la place, de blanchir des coins, etc. De vraiment virer les indésirables. Moi, ça m'a fait dans ce manga-là, en fait, il y a beaucoup d'indésirables, en fait, que ce soit les enfants, les vieux, etc. Là, les clodos. Oui. C'est pareil, oui, là c'est ça, il y a le SDF en fait, il a dit je suis revenu depuis quelques jours, mais en fait il était où avant? En fait il avait été sans doute dégagé de la rue parce que ça fait pas bien, et par ailleurs c'est le cas au Japon en fait, c'est quand vous t'envoie en prison. Les sans-abri, on ne les voit pas, on les voit la nuit, en fait. Ils sortent la nuit, mais par contre, le jour, ça rend pas bien. Donc, en gros, ils sont chassés. En gros, faut faire bien, quoi. Et du coup, c'est assez intéressant ce que tu dis, Judas, vis-à-vis de ce costume qui rappelle les CRS et tout. Surtout quand on sait que au Japon, si les Yakuza ils ont autant de pouvoir, c'est parce que pendant des années et des années et des années, les Yakuza ils aidaient les flics, et du coup les flics leur ont lâché du lest de plus en plus, et c'est comme ça qu'ils ont gagné en pouvoir, et que les flics ils font trop rien contre les Yakuza. C'est un peu une guerre froide en mode tu fais ton truc dans ton coin, du moment que tu fous pas la merde, on va regarder ailleurs. Mais oui, c'est parce que après la guerre, c'est eux qui ont fait la sécurité pour les Américains en fait. C'est ça, exactement. Et du coup, le fait que justement ce soit un Yakuza de l'extérieur, enfin un Yakuza, il est défini comme tel, mais il fait pas partie de la famille de Yakuza de Takara, qui est le serpent.
il vient avec sa petite armée et tout pour mater la résistance. Et bah ouais, c'est assez intéressant parce que tu vois que même la police face à eux, elle est complètement impuissante en fait, et que c'est lui avec ses gros soldats qui viennent. Et d'ailleurs, je trouve ça assez marrant parce que Blanc les appelait les extraterrestres ou les aliens. Ouais. Je trouve ça assez intéressant parce que alien, ça veut littéralement dire les autres, en fait. Enfin, les étrangers, ceux qui viennent de on ne sait pas où. Enfin, en tout cas, ceux qui représentent une forme d'altérité, quoi. Donc, c'est assez intéressant qu'ils les appellent les extraterrestres. Oui. Le serpent, qui est un personnage qui est très codé avec la mythologie chrétienne. Évidemment, et donc pareil avec du coup toutes les thématiques à base de la tentation, l'argent, l'appât du gain, etc. Puis il y a un côté évidemment plus un peu, non, dans son esthétique, qui fait moins asiatique. Genre oui, tout à fait. Je crois que dans le film d'animation, c'est même dit que il vient hors du pays. Oui. Et c'est revendiqué. Bah, de toute façon, on le voit dans l'écriture de la langue qu'il parle avec ses soldats, en fait. Ah oui, c'est vrai, il parle une autre langue, c'est vrai. Ouais, alors c'est une langue complètement imaginaire, mais ça a l'air codé un peu indien, enfin un mix indien, peut-être un peu chinois, je sais pas. Mais comme Takara est une ville fictive, de toute façon, eux, ils ont un pays fictif aussi, quoi. Mais malgré tout, il dit Japon. Enfin, dans le film, je sais pas s'il le dit dans le manga, mais il dit oui. Blanc dit rapport de Blanc du Japon. Enfin, il y a un côté. Il pose Takara quand même au Japon, quoi. Ouais. Mais Takara n'existe pas en tant que tel. Par contre, elle reprend plein d'éléments de Tokyo, quoi. Clairement. Et moi, je voulais dire, ça m'a fait penser un peu à Godzilla Minus One. Je sais pas si vous l'avez vu, qui en fait reprend un peu le concept de la guerre, de la bombe nucléaire, mais c'est Godzilla. Et du coup, il y a plein de bidonvilles qui se créent suite au passage de Godzilla, et ça fait un peu, j'ai eu un peu l'impression de ces quartiers, parce que pour avoir lu plein de beaucoup de trucs un peu autour de l'époque où il y a eu un peu le passage quand une espèce d'âge d'or du Japon, où ils ont dû virer un peu tous les quartiers un peu comme ça pour en faire des quartiers parce qu'on parle de gentrification, là c'est un peu ça, hein, où t'as des quartiers populaires un peu plus précaires qui se font dégager par des trucs par des parcs de loisirs, quoi, donc des trucs qui font la thune, je sais pas si ça va dans la définition de la gentrification, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus ou si vous avez envie de rebondir. Non, oui, complètement. C'est assez saisissant aussi pour faire comprendre aussi cette notion de manière très sensorielle, quoi. Parce que ça va pas juste être des concepts qui vont être manipulés en fait par des machins. Là, on va vraiment tout incarner avec des menaces physiques, avec des choses qui sont très dans du scénar de manga, quoi. Après, j'ai peur d'aller plus loin et de spoil trop parce que j'ai pas envie de trop spoil et j'ai envie que les gens découvrent le film. Tout à fait. Il y avait des trucs dont j'aimerais vous parler, mais ce serait trop. Notamment un personnage qui s'appelle le Minotaur, qui est un peu teasé, qui est plus teasé dans le manga, alors que dans le film il arrive de façon plus directe. Alors que vraiment dans le manga c'est il y a ce mec, il est super fort, ça se trouve il est plus fort que Noir. C'est dit dans une case quand même. On va pas dire. C'est vrai que tu peux passer complètement à côté, hein. Oui, tout à fait. Ah ouais? Non, vraiment, il y a il y a une case vers le début et il y a une case vers le milieu. C'est tout. Ouais. Ou c'est les deux frères du jour et de la nuit qui en parlent vite fait. Moi, dans ma tête, il y avait plusieurs personnages qui en parlaient, mais bon, c'est peut-être moi qui ai extrapolé. Oui. Mais c'est vrai que c'est un aspect du coup que je sais pas forcément s'il aurait pu être amené différemment, etc. Mais c'est un aspect qui peut arriver un peu comme sans prévenir, quoi. Ouais. C'est un thème aussi qui arrive un peu brutalement, même s'il a été amorcé. Mais du coup, son arrivée avec ce personnage-là est un petit peu abrupte, en effet.
Ouais. Mais moi, ça m'a parlé. Enfin, dans le manga, ça m'a parlé. Je trouvais ça intéressant, ce côté. Bon, je veux pas aller plus loin parce que j'ai pas envie de spoil, mais je trouve que cette idée de violence est intéressante et cette idée de perdition aussi, elle est vachement intéressante. Et je vais pas aller plus loin parce que sinon ça va être full spoiler. Mais vraiment, lisez Amer Béton, voyez Amer Béton. Enfin, j'ai mal parlé. Scène ajoutée. Dans le film d'animation, les dessins de Blanc. Oui. Incroyable. Oui. Oh, la force de cette scène. Oui. Alors c'est vrai qu'on le voit dans le manga, mais c'est en fait de toute façon, je veux dire, on va faire de surprise à personne en disant que de toute manière un manga et une adaptation en film, en animé, c'est différent parce que forcément, même si c'est séquentiel des deux côtés, c'est pas le même type de séquence, ça fait pas les mêmes narrations. En manga, en bande dessinée, ça reste différent de l'animation. Voilà, donc faut pas non plus. J'ai peur qu'on donne l'impression qu'on passe notre temps à comparer les deux en mode ah oui, c'est pas parfaitement pareil. Non, mais en fait, en vrai, moi je m'en fous perso. Moi je trouve que les deux sont très très bien à leur manière et que en fait les deux se valent et on peut. Enfin voilà, si vous aimez pas lire des mangas, allez voir le film, c'est super bien aussi. Il y en a, moi perso, il y en a pas un qui est moins bien que l'autre. C'est juste que c'est vraiment deux façons de raconter de raconter une histoire et ça marche trop bien quand même pour le film. Et effectivement, le fait d'animer certaines scènes qui sont déjà très très puissantes avec le trait du manga et donc le dessin de Taiyo Matsumoto en animation, c'est exceptionnel parce que du coup t'as l'animation, enfin t'as le côté graphique animé, t'as le montage, t'as l'acting, t'as la musique et ça c'est du coup ça crée un build-up qui est tout à fait différent du build-up que t'as toi en lisant les pages et en t'imaginant peut-être des voix, en t'imaginant, enfin tu vois, c'est complètement différent quoi. Et du coup c'est pour ça que ça me permet de connecter à ce que je disais tout à l'heure. Le fait de lire le manga en écoutant les musiques, c'est terrible parce que du coup je me fais une double peine quoi, je souffre 2 fois plus. Mais c'est pour mon bien, c'est pas de la souffrance inutile, franchement c'est exceptionnellement bien fait et je dis pas que je souffre parce que c'est mauvais, au contraire c'est parce que c'est tellement malin et tellement bien écrit et tellement beau que vraiment c'est une histoire qui vaut le coup d'être lue ou d'être regardée, peu importe, mais voilà, c'est dans tous les cas la finalité elle est la même. Il n'y a pas d'énormes différences entre le manga et le film. Oui, même en fait, enfin c'est une bonne adaptation, mais qui en fait genre même parfois colle un petit peu trop, mais enfin bon. Ouais. Par contre, il y a quelques choix en fait qui sont différents, mais qui sont justifiés soit par des dimensions esthétiques, par aussi la différence du médium à des moments. Il y a quelques choix scénaristiques qui sont parfois réimaginés pour appuyer certains sens. Mais en tout cas, les deux œuvres sont extrêmement similaires. Et en vrai, j'ai envie de dire, mais voilà. Et puis même pour Faye, si Faye du coup n'a pas accroché au graphisme, à la façon du coup de dessiner l'histoire, peut-être que et c'est le film qu'elle avait vu et qu'elle avait pas aimé, enfin qu'elle avait pas. Oui, le style graphique du film c'est quelque chose aussi hein. Il est particulier aussi, c'est vrai que c'est un petit peu faut pas vous attendre à avoir un film d'animation japonais vraiment dans les codes graphiques. Et c'est pour ça qu'il faut pas le comparer à du Mamoru Hosoda ou du oui non Miyazaki ou ce genre de choses. C'est un peu plus underground, un peu plus oui, d'ailleurs tout à l'heure je parlais de Mind Game. C'est vraiment, on est dans la même lignée avec des traits un peu bruts, avec des proportions qui sont pas forcément respectées, des jeux de couleurs très bizarres. Et alors Mind Game c'est même encore pire que ça, c'est que c'est très expérimental puisque le réal du film Mind Game et l'auteur du manga c'est la même personne en fait, il me semble, oui. Et du coup il y a des inserts de photos dans le film d'animation et donc c'est vraiment très bizarre, genre des fois tu vois un personnage qui parle, il est animé, tout va bien, puis d'un coup t'as un gros plan sur sa face et c'est une photo d'un gars et c'est très bizarre mais en même temps tu vois l'histoire est tellement barrée de base que visuellement ça colle au truc, mais c'est vrai que la première fois que tu vois ça c'est bizarre, donc peut-être en porte d'entrée, Amer Béton pour les studios 4 degrés, c'est bien. Faites pas Mind Game. Pas tout de suite. Moi, mais c'est un studio qui prend des risques, quoi.
pour défendre le film, j'ai regardé les 2 d'affilée. Donc c'est peut-être le fait de j'ai lu le manga et direct après j'ai regardé le film et du coup les 2 histoires d'affilée, c'est peut-être ça qui m'a il colle quand même très proche hein. Les plans sont beaucoup inspirés des cases de BD en plus. C'est vrai. Et du coup comme j'avais adoré le manga, j'avais l'impression de revoir la même histoire mais en plus accéléré. Du coup c'était un peu c'est peut-être ça qui m'a mais c'est quand même un super film, il est très beau et effectivement les musiques sont géniales. Bon, le regardez pas en VF malgré ce qu'on lui dit là. Et je crois que les musiques sont introuvables sur les plateformes de streaming. Ah ouais? Alors moi j'ai trouvé de façon tout à fait légale le full album sur YouTube. Oh yes, j'avais pas essayé. Il a été hébergé en 2021. Si vous voulez, je vous envoie le lien dans le Discord. Let's go, vas-y, il me faut. Et pour information, alors sur les plateformes de streaming, c'est vrai qu'il a tendance à disparaître, mais alors je sais pas s'il est encore en vente, mais moi j'ai l'album en physique. Donc à une époque, le CD était trouvable. Je sais pas s'il l'est encore, mais en tout cas, il était trouvable le CD. Ah, sur Deezer, il y a pas de Amère Béton, il y a pas. Et pas de marque. Ouais. Il faut mieux Deezer que Spotify. Voilà. C'est pas comme si Spotify pas non plus. Bon, et James, c'est bon, j'ai annulé mon billet de train, je ne viendrai pas me battre contre toi. Ah, ça va. Tu as pris une belle rédemption. Moi, je vais te prendre un billet de train pour venir te voler ton album d'Amère Béton. Ah bah non. En plus, c'est un cadeau, alors ça me rendrait super triste. C'est marrant, ça m'a fait penser, c'est sur Crunchyroll qu'il y a ta copie qui est un peu, pour les gens qui ne connaissent pas ta copie, c'est un manga qui est sorti l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Oui, un gros coup de cœur moi de mon côté. Ouais, mais qui est qui est très adulte et j'ai pas vu. Sigyn m'a prêté les 2 tomes parce que c'est en 2 tomes et ça fait, je crois que ça fait 1 an qu'elle me l'a prêté et que je l'ai pas lu. Je suis un ami exécrable et je vois l'anime arriver et je me dis mais c'est pas parce qu'apparemment c'est très c'est assez hardcore. Enfin, je suis sûr que tu l'as lu. Ne faites pas lire ça à des enfants. Ouais, là je vois sur Crunchyroll avertissement lié au contenu 16+, thème pour adultes, grossièreté, le S-word et violence. D'accord. Et je me disais c'est marrant, je verrais bien ce studio faire Bonne Nuit Poum Poum, ou du Asano, ce serait marrant. Alors peut-être visuellement. Ouais, ce serait marrant. Oui, peut-être avec des guillemets marrant, parce que mais c'est vrai que visuellement ça te donne pas l'info que ça peut être costaud et lourd quoi. Ouais. Non vraiment, c'est je mets beaucoup de trigger warning dessus quoi. Mais il y a déjà du Asano en animé en fait puisqu'ils ont fait Demon Destruction. Ils sont en animé. Ouais, ils sont en animé, mais c'est pas terrible. Mais bon, bref. Bon, moi j'aime beaucoup de manga. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup le manga et je trouve que l'animé est pas ouf, mais bon, c'est un avis. Peut-être que je ne partagerai pas avec d'autres personnes. Voilà. Mais je pense qu'on a fait un peu le tour. Lisez des mangas, lisez des comics. Alors, du Taiyo Matsumoto. Ouais, à ce qui paraît, il y a plus dans l'animé qu'a fait Taiyo Matsumoto. À ce qui paraît, c'est très très bien. Puisqu'il m'a été fortement conseillé par Alice de Feu, la chaîne Nat et Alice in the Morning, donc et Alice qui est productrice de films d'animation et de séries d'animation, donc quelqu'un qui s'y connaît en animation, qui avait une chaîne avant, Alice in Animation, peut-être qu'elle fait. Exactement. Ça me parle, mais oui. Elle est très forte, elle est très très cool pour avoir et n'allez pas avoir les vieilles vidéos qu'elles ont fait, notamment une qu'on a fait avec elle parce que vraiment je l'assume plus du tout, mais c'est pas grave. Bref. Mais Ping Pong, pour l'anecdote d'ailleurs, Taiyo Matsumoto a écrit Ping Pong parce qu'en fait il adore les mangas de sport. Et du coup, il voulait toujours, enfin, ça c'est mes souvenirs de quand j'ai visité l'expo, hein, donc à prendre avec des pincettes. Mais du coup, dans mes souvenirs, il avait dit qu'en fait,
ils savaient pas trop par où commencer pour faire un manga de sport, parce que forcément, qui dit manga de sport dit mouvement, dit vraiment, des effets de vitesse, etc. Ce qui est pas trop dans son style. Et malgré tout, voilà, il voulait faire un manga de sport, et donc ça s'est porté sur le ping-pong. Et ça a été un carton. Il y a eu un animé et tout, donc et encore aujourd'hui en France, on les trouve dans des belles éditions et tout, donc voilà. Ils étaient à Matsumoto, quoi. Pour le coup, il a réussi à faire des trucs dynamiques et. Bah ouais, finalement. Mais c'est fou parce que la mer béton, c'est vachement dynamique quand même. Bah ouais, mais en fait, je sais pas, peut-être qu'il était trop humble. Ouais, peut-être. Point faible, trop humble. Point faible, trop humble, ouais. Vous pouvez retrouver Eve dans Codexis. Est-ce que vous sortez des trucs cet été ou vous êtes en pause hiatus On a enregistré un épisode hier qui sortira, donc alors hier c'est le 28 juillet, donc comme je ne sais pas quand sortira cet épisode, je précise les dates. Il sortira le 1er août, et après ça on se fait une petite pause estivale. Donc voilà, on reviendra sans doute pour la rentrée. Ok. Je le rappelle encore une fois, le meilleur podcast universel qui parle. Tu dis pas ça pour pas que je reprenne un billet de train, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. Viens à Montpellier avec plaisir quand tu veux. Hein. Écoute, plus de je garde cette invitation dans un coin de ma tête. Ce sera avec grand plaisir. Elle a pas relevé ma petite pique sur l'île, c'est parfait. J'ai pas entendu. C'est pas grave. Alors il fait sans doute plus beau qu'à Lille, mais les gens à Lille sont super. Ah, c'est notre point fort. Et on a un très beau théâtre. Est-ce qu'il verrait c'est Judas qui m'a dit c'est la semaine dernière que l'opéra de Montpellier avait un son dégueulasse. Donc voilà, vous le saurez. L'opéra comédie a pas une acoustique incroyable. Ouais. Voilà. Ce qui est quand même terrible pour un opéra, quoi. Oui. Mais apparemment il est très beau, parce que Faye m'a dit que c'était un vieil opéra à l'italienne. Je sais pas ce que ça veut dire. Je ne fais que répéter. Oui, c'est très beau. Ce qu'elle a dit. Mais voilà. Et encore une fois, regardez Entretien avec un vampire parce que c'est trop bien. En parlant de Judas, normalement, BD Discovery devrait reprendre un jour. Voilà. Oui, bon, c'est même plus précis qu'un jour. Là, on commence vraiment à avoir des idées. Sans rien annoncer, là, on est entré en phase de production. Voilà. Et en parlant de phase production, le prochain épisode normalement sera l'épisode de la Discord, puisque nous allons parler de Masami Kishimoto et de Naruto. Je sais pas encore comment et quand on va enregistrer, mais j'ai hâte de faire ça. J'ai l'impression que je vais m'en prendre plein la gueule puisque je vais être que avec des fans incontournables de manga, alors que j'ai beaucoup de problèmes avec ce manga, mais c'est pas grave, on va en parler et on va se battre à coups de shuriken et de Genjutsu et ce genre de trucs de ninja. Voilà. Des trucs de ninja, quoi, finalement. J'ai préparé mes bombinettes à fumer pour le coup. Sur le coup, je vous souhaite un bon été, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et de supporter la chaleur si vous travaillez. Et voilà, des bisous, bye bye. Prenez soin de vous. Bisous, bye.